Bienvenue dans l'Africa Newsroom. Nous sommes ensemble pour une heure de décryptage de l'actualité africaine. Notre semaine est dédiée à la Côte d'Ivoire. Notre dossier du jour sera consacré au recyclage des sachets plastiques considérés comme nocifs et désastreux. Ils sont combattus par plusieurs pays, nous le verrons. Au sommaire également, la procureure de la Cour pénale internationale en visite de travail au Niger, Fatou Bensouda, s'est rendue ces 25 et 26 avril à Niamey afin de mieux faire connaître la CPI aux Nigériens. Cette visite intervient alors que cette juridiction internationale fait l'objet de vives critiques. Ahmed Abba, condamné à 10 ans de prison au Cameroun, le journaliste a travaillé notamment sur le groupe Boko Haram. Il a été reconnu coupable de non-dénonciation d'actes terroristes et de blanchiment de produits d'un acte terroriste. Ses avocats dénoncent toujours un dossier sans aucune preuve. Ils sont avec nous sur ce plateau. Bienvenue donc à Jean-Paul Auro, qui est journaliste. Il est également président des journalistes ivoiriens de France. Merci de m'avoir invité. Bienvenue également à Meledj Aka Emile Giovanni, qui est juriste. Il est également écrivain et militant de l'Union des Nouvelles Générations UNG. Merci. Et bienvenue enfin à notre éditorialiste Jean-François Akandji. Très heureux de vous retrouver après une petite escapade centrafricaine. Bienvenue Jean-François. Tout de suite, notre dossier du jour. Sur invitation du Parlement nigérien, Fatou Bensouda a séjourné ces 25 et 26 avril 2017 au Niger. La procureure de la Cour pénale internationale a animé une journée parlementaire sur les procédures de la CPI. Reportage de Sadou Alizé Mokhtar, correspondant au Niger. La procureure de la Cour pénale internationale en visite de travail au Niger. Fatou Bensouda vient pour mieux faire connaître la Cour pénale internationale aux citoyens nigériens à travers leurs représentants élus. La CPI compte à cette date 124 États, dont 34 Africains, parmi lesquels 3 ont annoncé leur retrait, notamment l'Afrique du Sud, le Burundi et la Gambie. Cette visite de Fatou Bensouda intervient alors que cette juridiction internationale est très mal perçue sur le continent africain. Pour beaucoup de citoyens africains, la mission de la dite Cour consiste à poursuivre de manière partielle les Africains. Nous avons vu ce qui s'est passé en Libye. Nous savons qui sont les commanditaires, les auteurs, ils ne sont jamais inquiétés. Nous voyons ce qui se passe en Palestine, on ne parle pas de ça. L'Irak est devenu ce qu'elle est devenue. En Syrie, nous voyons ce qui se passe. Bon, apparemment, la Cour ne s'intéresse que ce qui se passe en Afrique et je pense que les Africains doivent ouvrir les yeux. Il a été envisagé une stratégie de retrait collectif des États africains de la CPI lors du 28e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine tenu les 30 et 31 janvier 2016 à Addis Abeba en Éthiopie. À travers cette visite, la première du genre en Afrique de la procureure depuis sa prise de fonction en décembre 2011, Fatou Bensouda attend amorcer un dialogue avec les États africains. All what you hear is that all African states are withdrawing. And you know this is not true. Nous avons entendu dire que tous les pays de l'Afrique veulent se retirer de la CPI. C'est pas vrai. Pour moi, critiquer la Cour est normal, mais faisons-le objectivement. Je pense que même au niveau de l'Union africaine, il y a beaucoup de pays qui ont apporté leur soutien à la Cour en affirmant ne pas vouloir du retrait, mais qui demandent l'ouverture de dialogue, de discussion pour voir les voies de réformer. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. Juridiction universelle permanente, la Cour pénale internationale est chargée de juger les personnes accusées de génocide, de crimes contre l'humanité, de crimes d'agression et de crimes de guerre. Actuellement, elle a en charge plusieurs dossiers relatifs à ses chefs d'inculpation, parmi lesquels celui de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et l'ex-chef rebelle de la République démocratique du Congo, Jean-Pierre Bemba. Monsieur Auro, quand on voit la procureure de la CPI sensibilisée autour du rôle de cette Cour pénale internationale, est-ce que finalement ça ne veut pas dire que son rôle n'est toujours pas clair et qu'il faut toujours convaincre de son utilité aujourd'hui ? Je pense que cette tournée qu'elle fait en Afrique n'est pas liée au rôle de la CPI. Elle ne va pas expliquer le rôle de la CPI. C'est parce qu'elle se rend compte que, comme dans votre élément, ça a été justifié tout simplement que la CPI auprès des Africains n'est plus, ça ne passe pas. Et comme beaucoup d'Africains, je n'ai pas beaucoup d'amitié pour cette juridiction internationale et surtout pour Fatou Bensouda elle-même. Parce que, comme l'a dit un des intervenants dans votre élément,
Il y a beaucoup d'événements qui se passent en Libye, en Palestine, en Syrie, en Irak, mais personne ne parle. C'est quand il s'agit de l'Afrique, la Cour pénale internationale est très tatillonne, elle va auprès des chefs d'État, et même quelquefois elle menace au Mali aussi. Et ça, on a l'impression que c'est une arrogance, c'est l'instrument des puissants de ce monde qu'ils ont peut-être pour, d'une certaine façon, avoir la main ou pouvoir avoir un certain impact sur les dirigeants africains. Mais pourtant, les procédures de la CPI sont lancées à la demande des États. Est-ce que vous comprenez, vous, ces accusations, finalement? Très souvent, elles ne sont pas lancées. La CPI a ce qu'on appelle le principe de Moutou. La CPI a cette capacité de s'auto-saisir d'une situation dans un pays où on n'a pas nécessairement besoin que c'est un pays. C'est vrai qu'en Côte d'Ivoire, à l'époque, le président Laurent Gbagbo, lui-même qui a poursuivi par la CPI, à un moment a demandé à la Cour pénale internationale, aux enquêteurs de la Cour pénale internationale, d'intervenir, d'enquêter sur un certain nombre d'événements qui s'étaient déroulés depuis la rébellion qui s'est déclenchée en septembre 2002. C'est vrai que c'est le président Hassan Ouattara qui signe les différents documents pour que la Côte d'Ivoire soit un État partie de la Cour pénale internationale. Mais il y a des situations où la Cour pénale internationale peut s'auto-saisir d'un certain nombre de situations. Ça rentre dans ses capacités. Et certains pays menacent de se retirer de la CPI. Est-ce que vous y croyez, vous? Moi, j'y crois. Tout simplement, c'est une question de moment. Ça viendra parce que les Africains, petit à petit, sont en train de se rendre compte qu'il faudrait qu'ils se dirigent. Aujourd'hui, on assiste à la réforme de l'Union africaine qui va s'auto-gérer elle-même. Je pense qu'arriver à un certain moment, quand elle aura la capacité de son indépendance et d'avoir des actions honnêtes, les pays africains quitteront la CPI naturellement. Jean-François, est-ce que vous pensez que les chefs d'État qui critiquent bien évidemment la CPI, comment on fait pour comprendre finalement et faire la part des choses surtout entre ceux qui sont de bonne foi et ceux qui sont motivés par d'organiser leur propre impunité finalement autour de cette juridiction internationale? Alors, c'est extrêmement difficile la question que vous me posez. Je ne peux pas jurer de la bonne foi de nos chefs d'État. Mais moi, je pense que l'enjeu pour l'Afrique, je comprends parfaitement les critiques qui sont adressées à la Cour pénale internationale. J'y souscris même dans une certaine mesure, mais je pense que l'Afrique frappera du poing sur la table, non pas en se retirant de la CPI, mais en organisant un système africain crédible, fiable, de justice pénale, proprement africain. Bon, on en parle de temps en temps. On nous a parlé de la Cour de justice de l'Union africaine. Il se trouve que c'est une Cour des droits de l'homme pour l'instant et que juridiquement, la protection des droits de l'homme et la poursuite des infractions pénales de droit international, c'est pas exactement la même chose. Il nous faudrait un équivalent. On a aussi la Cour extraordinaire qui vient de juger Hissène Habré, par exemple. Les chambres extraordinaires qui vont juger Hissène Habré et la Cour pénale spéciale qui va s'ouvrir en République centrafricaine, ce sont des initiatives des Nations Unies. Il reste maintenant aux Africains à organiser une justice pénale qui soit digne de ce nom. Je ne crois pas, personnellement, que les chefs d'État africains y soient prêts. Et pourtant, c'est ça le véritable enjeu pour pouvoir répondre à la Cour pénale internationale sur le terrain même de la lutte contre l'impunité, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Monsieur Meledji, en quelques mots, vous pouvez nous dire, vous, ce que vous pensez de cette Cour pénale internationale? Bon, je n'en dirai pas plus que ce qui a été dit. Moi, je suis foncièrement opposé à cette Cour, à sa façon d'agir, à sa façon de s'imposer aux Africains. C'est vrai que je regrette aussi le fait que cette Cour pénale s'impose à la limite par rapport à l'inefficacité de nos chefs d'État, par rapport à l'inefficacité des instruments juridiques adoptés par notre Union africaine. Avec les discours et les allocutions du président actuel de l'Union africaine que nous attendons ça et là, nous sommes en mesure de penser qu'il y a certainement un certain orgueil qui prend de la valeur et qui permettra aux Africains de se prendre en charge eux-mêmes et de juger les Africains sur le sol africain et qu'on n'assiste pas à ce genre de... Donc l'Afrique peut elle-même juger finalement ses propres accusés? Oui, l'Afrique peut elle-même juger si elle se donne les moyens juridiques de le faire. Et nous avons dans les instruments de l'Union africaine ces instruments juridiques, sauf que pour jusqu'à aujourd'hui, les chefs d'État n'ont pas encore eu cette volonté-là de pouvoir l'exprimer à travers ces mécanismes en les rendant actifs et dynamiques.
Merci pour ces précisions. On va à présent parler de notre deuxième sujet du jour, à savoir la condamnation d'Ahmed Abba au Cameroun. Le correspondant de Radio France Internationale, RFI, en langue Hausa, travaillait au nord du pays, notamment sur le groupe Boko Haram. Le tribunal militaire de Yaoundé l'a reconnu coupable de non-dénonciation d'actes terroristes et de blanchiment du produit d'un acte terroriste, comme elle l'avait annoncé. La défense vient de faire appel. On fait le point avec Birama Saounera. Cameroun, le tribunal militaire a condamné le 24 avril 2017 le journaliste Ahmed Abba à 10 ans de prison ferme. Il est accusé de non-dénonciation d'actes de terrorisme et blanchiment d'actes de terrorisme. Depuis son arrestation en juillet 2015, Ahmed Abba a rejeté les accusations portées contre lui. Pour les autorités, la justice camerounaise a fait son travail dans une indépendance totale. Qui n'est que le reflet du déni de compétence et d'indépendance de notre justice. Je voudrais vous rappeler que nous sommes en guerre contre cette secte terroriste terrible qui a assassiné plus de 200 de nos militaires déjà. La condamnation du correspondant de Radio France Internationale en langue Hausa a suscité l'indignation des journalistes et des organisations de défense des droits de l'homme. Pour beaucoup, la sentence prononcée par la justice camerounaise constitue une grave menace pour la liberté des presse dans le pays. I think that this heavy sentence, is a message to the entire community. Je pense que cette phrase est un message à l'ensemble de la communauté journalistique du Cameroun, ce qui signifie que la pratique de notre métier est devenue une activité criminelle. Nous ne sommes pas des criminels. Nous sommes des journalistes et nous méritons le respect de la liberté, de la pratique, la liberté de traiter toutes les questions, y compris les questions militaires, sans être accusés de terrorisme ou toute autre infraction pénale. Ahmed Abba a été jugé en vertu de la loi sur le terrorisme adoptée en 2014. Cette loi a été créée pour aider à combattre les militants de Boko Haram. Du côté de la presse camerounaise et étrangère, les appels se multiplient pour sa libération immédiate. Monsieur Auro, vous êtes justement journaliste. Quel regard vous portez-vous autour de cette affaire? Un journaliste camerounais qui finalement a été condamné pour non-dénonciation d'actes terroristes. Vous savez, c'est justement ce pourquoi nous nous battons. Dans mes responsabilités, moi, de président de l'Union des journalistes ivoiriens de France, chaque fois que j'ai l'occasion de le dire, il faudrait que dans nos pays africains, nous constitutionnalisons la protection de la source. Parce que je n'arrive pas à comprendre qu'un journaliste qui, au nom de la protection de ses sources, ne dise pas un certain nombre de choses. Il est en plein reportage, il sort d'une rencontre de la réunion de Boko Haram, on le prend en 10 minutes avec eux, ceci, donne-nous des informations, si tu ne la donnes pas, ça veut dire que tu es complice. Voilà aujourd'hui, moi je pense que c'est une victime de la guerre, de la guerre contre Boko Haram par le gouvernement camerounais. Mais en temps de crise, est-ce que la pratique du métier doit changer? Justement, c'est ça le problème. On a vu aux États-Unis avec Patriot Act, on a vu les dérives qui s'entraînaient, on a vu ce que Guantanamo a entraîné. Ça n'a pas empêché Boston, ça n'a pas empêché l'attentat d'Orlando. Il faudrait que ces différents exemples servent aux autorités africaines pour comprendre que le journaliste, dans son travail, peut à un certain moment rencontrer un certain nombre de choses. Comme un policier en infiltration dans un groupe criminel peut avoir contact avec un certain nombre de criminels. Cela ne veut pas dire qu'il est nécessairement un criminel. Voilà ce danger. Voilà. Et comment finalement on devrait équilibrer de façon juste la population qui a effectivement le droit d'être informée et la garantie de la sécurité nationale qui ne doit pas être invoquée, on le sait, comme prétexte pour empêcher les journalistes de faire leur travail. Voilà pourquoi j'ai dit tout à l'heure en commençant mon propos qu'il fallait constitutionnaliser la source du journaliste. Lorsque le journaliste saura que sa source est protégée par la constitution de son pays, il n'aura aucune crainte à donner un certain nombre d'informations parce qu'il a la garantie que n'importe quel juge ne lui demandera pas d'où tu tiens cette information, qui t'a donné cette information. À partir de ce moment, il sera libre de faire son travail et il donnera un certain nombre d'informations qui protégeront la source. C'est aussi cela la fonction d'un journaliste, participer à la cohésion sociale et à la paix sociale. Le journaliste n'a pas vocation à participer à la guerre. Jean-François, est-ce devenu aujourd'hui trop risqué de pratiquer le métier de journaliste au Cameroun, notamment au nord du Cameroun, où le pays est en pleine lutte contre le groupe terroriste Boko Haram? Moi, j'observe d'abord que la liberté de la presse est un indicateur, l'un des meilleurs indicateurs le Cameroun est classé 130e. De l'état de la démocratie dans un pays. Et la protection des sources est un de ces états-là. Et il y a
dans le reportage quelques éléments de fait. La loi dont nous parlons est une loi qui a été adoptée en 2014. Et c'est une loi qui s'applique depuis 2014 jusqu'à maintenant. Vous avez évoqué tout à l'heure la question des régimes d'exception. Un régime d'exception, une exception, c'est une exception aussi dans le temps, c'est-à-dire une fenêtre qui s'ouvre et qui se ferme. Et donc l'exception doit être limitée dans le temps. Or, nous sommes depuis 2014 et on ne sait pas jusqu'où cette loi va pouvoir s'appliquer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Cameroun est dans un régime d'exception permanent. Et là, il y a une difficulté, me semble-t-il, dans la lutte contre le terrorisme. Vous avez raison de dire que la population a besoin d'être protégée, l'ordre public a besoin d'être protégé, l'État a besoin de se protéger contre le terrorisme, mais il y a aussi des limites. Ça peut fixer des limites, notamment aux journalistes, pour qu'ils exercent leur métier dans de bonnes conditions, mais ça fixe aussi des limites à l'État. Ça doit pouvoir fixer aussi des limites à l'État, parce que nous connaissons bien nos pays. Nos pays, sur la base d'une telle loi, on peut verrouiller tout, on peut faire taire les journalistes, on peut faire taire la société civile. Est-ce que constitutionnaliser, comme M. Auro le dit, est-ce que c'est une solution? C'est une solution, mais ce que je veux dire, c'est que cette constitutionnalisation-là ne suffit pas. Il faut aussi constitutionnaliser le caractère limité de la période d'exception et encadrer les pouvoirs dont dispose le président de la République, le gouvernement, la police, l'armée, dans ce cadre-là, pour assurer la protection des citoyens. Il ne s'agit pas seulement des journalistes, là. Il s'agit aussi d'assurer la protection des citoyens et d'assurer aussi leur protection à une bonne information. Le droit à l'information passe aussi par la protection des journalistes. Mais est-ce qu'une situation d'exception n'est pas elle-même une situation qui brise en fait toute forme de protection des droits du citoyen? Non, mais je comprends. Parce qu'on a vu le Patriot Act aux États-Unis. C'est pas aujourd'hui l'état d'urgence en France ici. On voit les dérives que s'entraînent dans certaines situations. Non, mais c'est bien pour ça que je parle de protection dans le temps. Parce que le Patriot Act est un acte qui a été pris sans limite dans le temps. Et continue à s'appliquer. Le régime que nous avons aujourd'hui, par exemple, de l'état d'urgence ou de l'état d'exception en France, est un régime qui doit être reconduit par l'Assemblée nationale, par le Parlement régulièrement, tous les 2 mois, tous les 3 mois. Et c'est de ça que je parle. Il ne faut pas qu'on ait des lois qui sont des lois d'exception, qui sont nécessaires pour la protection de l'État et pour la protection de la société, que ces lois-là puissent produire des effets indéfiniment. Parce que nous avons déjà des régimes qui, à la base, sont des régimes liberticides. Si on ne les limite pas dans le temps et dans les pouvoirs dont disposent les pouvoirs, on a des problèmes comme au Cameroun. Et indicateur de démocratie très préoccupant, très préoccupant ce qui vient de se passer. Merci Jean-François. On va à présent marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa Newsroom.